nouvelle fait immédiatement la une des journaux et se répand dans le monde entier. Je vais passer maintenant la parole à mon voisin de gauche, Fabrice Rizzoli, qui est un spécialiste connu et reconnu des mafias. Il a écrit de nombreux ouvrages, il a participé à des tas de forums, colloques divers et variés. Je le dis, je le répéterai tout à l'heure, qu'à la fin de cette séance, il y aura des signatures des différents ouvrages, des auteurs dans la salle des pas perdus. Je ne sais pas si ça s'appelle une salle des pas perdus ici. Bon. Oui, l'an prochain, les interventions, c'est sur le goulag des Sables d'Olonne, c'est ça. Fabrice Rizzoli, donc vous êtes universitaire, spécialiste de la mafia, je l'ai dit. Vous participez aussi à une ONG, un réseau, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui s'appelle Flair, qui s'est fixé pour objet au fond, de traquer, d'informer sur ces phénomènes de mafia mondialisée. Je vais lui passer la parole. Alors, il m'a demandé s'il pouvait parler sans micro, mais je me demande si ça ne pose pas des problèmes pour l'enregistrement. Alors, est-ce qu'il y a un technicien qui pourrait me répondre? Non, il n'y a personne. Bon, très bien. Oui, et puis il y a la salle d'à côté. Oui, j'ai une voix voilà. qui porte, comme vous pouvez le constater. Donc bonjour à tous. Je suis je vais être sincère avec vous, extrêmement impressionné d'être dans l'enceinte de ce palais de justice. Pourtant, je passe à la télé, etc., mais je suis très impressionné. J'ai moi-même fait l'expérimentation de ce qu'on appelle la chaîne pénale maintenant, de manière très pudique, mais je n'ai jamais été, bien sûr, dans un tribunal, ni du mauvais côté, ni du bon côté. Je voudrais aussi remercier M. Gallo pour son invitation au festival Simenon, parce que même si je ne suis pas réellement un homme de la plume et de l'écrit, et que je n'ai pas lu énormément de romans de Simenon, en revanche, j'ai vu tous les Maigret à la télévision. Je suis de la génération télévision, n'est-ce pas? Et bien sûr, tous ceux avec Bruno Kremer, dont je voudrais ici saluer la mémoire et la puissance de cet acteur qui a très certainement exercé sur moi précisément une puissance tutélaire un peu paternelle, paraît-il comme l'est la mafia. D'après les psys, la mafia, c'est stable, c'est durable, c'est le père. Très bien. On m'a demandé ici si la mafia se portait bien. La mafia. Alors, je ne ferai pas réellement un exposé universitaire, je vais plutôt me servir de ce qu'il y a dans mon livre pour être un peu dans l'esprit Simenon. Pour vous répondre, la mafia se porte très bien. Les études, par exemple, en Italie, montrent qu'elle gagne entre 140 et 150 milliards par an. Et j'attirerai tout de suite votre attention sur le fait que sur 130 ou 140 milliards, 58 milliards, ce sont les revenus du trafic de stupéfiants. La drogue demeure le principal facteur d'accumulation de capital de toutes les mafias et de tous les crimes organisés dans le monde. Ce qui laisse, bien sûr, ouvrir le débat sur l'utilité et l'efficacité de la prohibition. Et ce n'est pas totalement étranger à l'univers de Simenon, parce que puisque j'ai vu tous les épisodes, j'ai pu me rendre compte qu'il utilisait avec subtilité toutes les faiblesses des hommes, et les épisodes regorgent de faiblesses envers le jeu, de faiblesses envers les femmes, de faiblesses envers la drogue. Je n'irai pas jusqu'à dire que le personnage principal fume la pipe et boit de l'alcool dans tous les épisodes. Cela ne compte pas. Mais enfin, je me souviens de ces épisodes avec des trafiquants de drogue dans un garage. Je me souviens de l'épisode fait dans le sud, dans le milieu un peu de la boxe et du banditisme. Aujourd'hui, malgré tout, il faut que je dédie cette communication aux victimes de la mafia. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2012. Et 2012, nous fêtons, c'est comme ça en Italie, nous fêtons la mort de gens importants, comme par exemple en 1982, ça fait 30 ans, donc de Pio La Torre, député communiste, père de la confiscation, qui est aujourd'hui le meilleur moyen de lutter contre les mafias, qui est un exemple unique maintenant avec la Serbie en Italie. Donc, à Pio La Torre. Au général Dalla Chiesa, assassiné la même année, qui avait restauré du consensus à Palerme. Cela fait 30 ans qu'il est parti. En 1992, donc là nous fêtons 20 ans, nous commémorons 20 ans en Italie, la mort des juges Falcone et Borsellino,
qui ont été les fers de lance de l'antimafia de ces années. Mais plus encore dans l'actualité, nous fêtons sans cesse la mort de Placido Rizzotto, syndicaliste assassiné par la mafia en 1948, dont nous avons retrouvé les restes il y a quelques années, dans une fosse. Et il y a à peu près quelques mois, un an, nous avons enfin prouvé l'ADN, que c'était l'ADN de Placido Rizzotto, syndicaliste, qui s'est battu sur les terres de Corleone, pour ceux qui ont vu Le Parrain, il s'est battu sur les terres de Corleone pour que les paysans aient des lopins de terre, que les paysans aillent à l'école et ne tombent pas dans la mafia. Donc, il faut leur rendre hommage et regardez que demain, je serai à Paris. J'animerai avec Ettore Scola, le brillant metteur en scène, une espèce de cinéma itinérant anti-mafia. Donc, le fourgon est parti d'Italie et va montrer un film, Placido Rizzotto, à Paris. Donc, un cinéma ambulant anti-mafia. Puis, ce cinéma fera le tour de l'Italie dans les biens confisqués, la fameuse confiscation. Donc, pour illustrer un petit peu le problème des victimes et du rapport à la mafia, je vais vous lire une petite entrée de mon dictionnaire. Donc, Portella della Ginestra, qui est un lieu-dit dans la province de Palerme. Le 1er mai 1947, à Portella della Ginestra, dans la province de Palerme, un millier de paysans fêtent la victoire des forces de gauche survenue lors des élections nationales du mois de juin, quand une fusillade éclate. Elle fait 11 morts, 75 blessés. L'enquête sur ce massacre constitue un modèle des enquêtes politico-judiciaires concernant l'assassinat d'innocents en Italie durant la guerre froide. Tout indique que la mafia avait agi avec le consentement des partis conservateurs. Seuls les bandits seront sur le box des accusés. C'est le problème quand on tient un micro. Donc, Portella est un acte terroriste qui marque le début de la stratégie de l'attention à laquelle la mafia sicilienne participe. Seule cette lecture du massacre de Portella della Ginestra permet d'interpréter l'ensemble des attentats et des meurtres visant à déstabiliser les gouvernements italiens durant la guerre froide. 50 années de terrorisme marquées par le sceau de l'impunité. Et donc je vais prendre un de ces exemples de déstabilisation de l'État italien à laquelle la mafia a participé. On l'appelle le coup d'État borghese. Pour réussir le coup d'État visant à faire de l'Italie un régime autoritaire, les putschistes devaient s'emparer du Quirinale, le bâtiment présidentiel de Rome, de la RAI, ainsi que de nombreuses casernes dans tout le pays. Des témoignages sérieux et concordants récoltés par la Commission parlementaire contre le terrorisme font état de la présence de militaires haut gradés prêts à prendre le contrôle des casernes dans toute l'Italie. D'autres témoignages démontrent la mobilisation de mafieux calabrais résidant à Milan et disposés à prendre les rênes de la ville même. À Reggio, la capitale de la Calabre, les 6 et 7 décembre 1970, une série d'attentats contre des églises, des supermarchés, des sièges de partis politiques et à la préfecture de police ravivaient à nouveau un climat de terreur. Les mafieux et les militants d'extrême droite avaient des uniformes de carabiniers à distribuer. Dans la nuit du 6 au 7 décembre 1970, des sicaires de Cosa Nostra sicilienne, la mafia sicilienne, atterrissent à Rome. Salvatore Drago, médecin de la chambre du ministre de l'Intérieur, les accueille dans le but de neutraliser le chef de la police. Le 7 décembre au soir, le prince Borghese prend le contrôle du ministère, passe un appel téléphonique et il donne le contre-ordre. C'est la fin du putsch. Qui a-t-il appelé? Fort probablement l'agent américain ayant donné l'autorisation de déclencher l'opération et qui, au dernier moment, fait marche arrière. En effet, le prince Borghese est sous l'influence de la CIA et de ce qu'on appelle la masso-mafia, en particulier la loge P2 de Lucio Gelli, qui le manipule peut-être. Il est aussi possible que le prince Borghese savait que le coup d'État n'irait pas à son terme, mais que son action serait suffisante pour obtenir des garanties de la démocratie chrétienne. Dans tous les cas, l'intimidation prit ses racines en Calabre avec la complicité des deux mafias, preuve de leur dimension politique. Donc, après ce petit historique sur la situation du pouvoir des mafias dans la société italienne, bien évidemment, on peut aboutir peut-être à une définition. On va essayer d'être un petit peu précis. Qu'est-ce que la mafia? La mafia ou le paradigme de la complexité. Associationnisme,
omerta et violence systémique. Associationnisme, le monsieur d'avant vous en a parlé, là, l'association de malfaiteurs. Mais c'est un petit peu plus fort. Omerta, c'est la loi du silence. La violence systémique, c'est la violence érigée en système. C'est le triptyque légal définissant la mafia en droit en Italie, la fameuse association mafieuse, qu'il serait bon que tous les États de l'Union européenne se dotent. En Italie, l'existence de 4 organisations criminelles majeures constitue un sujet d'étude scientifique, un paradigme de la complexité. La mafia est un sujet politique, organisé qui s'adapte aux changements socio-économiques, présent sous la monarchie, présent sous le fascisme, présent pendant la guerre, présent sous la démocratie. Tout en étant une force transnationale, donc j'ai vu le t-shirt du parrain là quelque part, donc tout en étant présent aux États-Unis, que sais-je, la mafia exerce avant tout une souveraineté sur un territoire donné. À partir de cette seigneurie territoriale, elle structure et perpétue un système fondé sur la violence et l'illégalité. Elle anime un code culturel enraciné, mais souple. L'histoire des lois, du mythe du crime organisé qui était bien avant, qui respectait la loi, qui ne faisait pas de trafic de drogue, qui ne tuait pas de femmes et d'enfants, tout ça c'est du pipeau. La mafia a toujours tué femmes et enfants du moment qu'il faut préserver le clan. La mafia gère un vaste et ramifié réseau de complicité qui forme la bourgeoisie mafieuse. Les mafias, acteurs de l'économie mondiale intégrée, sont des phénomènes structurels et systémiques de la mondialisation. Donc, même si on les décrit un peu comme contrôlant un petit bout de territoire à Palerme, il n'empêche que ce sont des acteurs économiques, on y reviendra. Peut-être arrêtons-nous sur le problème de la famille mafieuse, qui fait pas mal fantasmer. Famille mafieuse. Duisbourg, le 15 août 2007. C'est plus près de chez nous déjà. Un membre de la mafia calabraise apprend que 6 membres de son clan viennent d'être assassinés. Il téléphone en Calabre pour informer la hiérarchie de la famille mafieuse. Achille Marmo décroche. Le combiné. Son frère vient d'être assassiné, mais il ne le sait pas encore. Celui qui téléphone pose une question à Achille Marmo. La mamma est qui? La maman est-elle là? La mamma est-elle là? La mamma, c'est pas la mamma qui fait la cuisine. Hein. La mamma, c'est Antonio Pelle, le chef de la famille en question. Vous avez compris ce qui se joue? Au lieu de prévenir son interlocuteur que son frère a été assassiné, lui, il demande d'abord si le boss est dans la maison. Parce que c'est à lui qu'il faut donner cette information vitale, pas au petit, au soldat, au chef. Achille Marmo répond que la maman n'est pas ici. Le messager transmet alors l'effroyable nouvelle. Ils sont tous morts. Tu as compris? Ils ont été tués. Ton frère aussi. Mais comment en est-on arrivé à penser que la famille est supérieure à toutes les autres valeurs? Il paraît qu'en Italie du Sud, les valeurs de la famille sont surévaluées parce que les représentants politiques successifs se sont désintéressés de ces zones périphériques, l'Italie du Sud, par rapport au pouvoir. Et donc la famille, naturellement, est devenue la cellule qui permet de protéger contre le péril extérieur. En réalité, il n'en est rien. Vous avez compris, les familles mafieuses sont des espèces de structures visées à l'enrichissement, au pouvoir et à l'exploitation, sinon la destruction des autres familles qui ne sont pas mafieuses. La preuve en est. M. Massacre. Jeudi 18 septembre 2008. On se rapproche, hein. Dans la province de Caserte, sur les terres de Gomorra. À 21h, le commando de la mort est en route. Armés jusqu'aux dents, les 6 soldats de la Camorra napolitaine sont bourrés de cocaïne et portent des gilets de police. Ils tirent plus de 20 projectiles sur le gérant d'une salle de jeu. Un soldat de la Camorra, il a dû oublier de payer sa part. Puis ils empruntent la route nationale Domiciana, qui relie Rome à Naples, près du littoral. À Castelvolturno, au kilomètre 43, ils arrêtent la voiture brusquement devant l'atelier de couture Ob Exotic Fashion, tenu par des Africains. Il est 21h20. Les sicaires tirent plus de 130 projectiles à l'aide d'armes automatiques de type Kalachnikov et Uzi. Ils tuent 6 Africains originaires du Ghana, du Libéria et du Togo. Joseph, un Ghanéen de 34 ans, touché le premier de 4 balles à la jambe et au bras, s'écroule. Ses camarades, foudroyés, tombent sur lui. Leur sang coule sur son visage. Il feint de ne plus respirer, pris dans sa tête.
pense à sa femme et à ses enfants. Grâce à cet homme, nous savons que la violence programmée éduque les consciences, aujourd'hui celles des Africains vivant sur les terres de la Camorra, ailleurs, tous les Italiens du Sud et peut-être ailleurs. Le chef du commando déclare alors « Ils sont tous morts. Yamuncene, on s'en va », en dialecte napolitain. Les massacres de mafia ne sont pas rares. Alors, à part la violence programmée, très rapidement, puisqu'il faut vous dire comment la mafia perdure aussi, A comme accumulation du capital. Les mafieux sont des marxistes sans le savoir. L'un des pouvoirs est celui d'amasser illégalement d'importantes sommes d'argent. Donc, comme je vous le disais, en 2010, les mafias italiennes ont engrangé à peu près 130 milliards d'euros, soit 10% de la richesse produite en Italie. La principale source du trafic reste le narcotrafic, 59 milliards d'euros. Les écomafias, ces fameuses activités qui endommagent l'environnement, dont vous avez peut-être entendu parler, soit par le film Gomorrah, soit par le problème des poubelles à Naples, rapportent 5,8 milliards. La pratique de l'extorsion ne rapporte que 9 milliards, mais c'est le cœur de métier des mafieux. Du fait de la crise économique, l'usure augmente chaque année depuis 2007. En 2008, 180 000 commerçants ont été victimes dans toute l'Italie, pour un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros. Avec le racket et l'usure, les mafias gagnent 250 millions d'euros par jour. Évidemment, vous allez me dire, je ne parle que de l'Italie. Mais c'est normal, vu le témoignage qu'on a entendu d'un insider, d'un monsieur qui était avant de l'autre côté de la barrière. Je comprends ce qu'il a dit. D'ailleurs, moi, dans mon livre, AF, France, comme le nuage de Tchernobyl. Circuler, il n'y a rien à voir. La mafia n'existe pas. Alors, avec ce tableau qui pourrait être extrêmement noir, eh bien, je crois qu'il faut aussi montrer qu'il y a des solutions, de l'espoir et de quoi combattre la mafia. Et une fois encore, il faut se tourner du côté de l'Italie, qui est le pays de la mafia, mais aussi de l'antimafia. Regardez un peu. En Italie, les procureurs sont indépendants. Ils sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont régis par le principe de l'obligation partielle de l'action pénale. Donc, lorsqu'il y a un signalement, ils ne doivent pas leur nomination au pouvoir politique. Ils sont obligés de faire des actes. Et même s'ils décident de classer sans suite, c'est un magistrat du siège qui vient derrière valider la procédure. Imaginez comment on peut donc lutter contre la corruption des élus complices de la mafia en Italie. En Italie, les officiers de police judiciaire, volontaires, sont rattachés aux magistrats antimafia des 3 corps de police, la garde des finances, les carabiniers et la police, et leur carrière et leur notation dépendent du magistrat. Elle ne dépend plus du ministère de l'Intérieur. Donc ils peuvent réellement faire l'enquête avec le magistrat indépendant. En Italie, il y a un régime de confiscation administrative qui permet de saisir 6 milliards ces 18 derniers mois. 6 milliards, à peu près 300 millions en France. Enfin, ces biens saisis peuvent être restitués à la société civile. En Italie, la maison du chef mafieux Toto Riina, qui a fait assassiner des centaines de personnes, aujourd'hui est un lycée agronome où les jeunes Siciliens viennent apprendre l'agriculture, premier secteur d'embauche en Sicile. Les exemples sont infinis. Centre d'accueil, école de la deuxième chance, radio libre pour les jeunes, terrains agricoles dans lesquels on met des coopératives sociales. Le terrain était à la mafia, on met des coopératives sociales. Aujourd'hui, à Paris, dans une boutique qui s'appelle Eticando, vous pouvez manger des pâtes qui ont été faites sur des terrains confisqués à la mafia. De l'huile d'olive, etc., etc. Évidemment, en Italie, il y a une loi sur les repentis qui permet de sortir les mafieux du système. Jusqu'à 3000 environ ont été sortis du système à vie. Ils vivent sous une fausse identité, ont témoigné, ont fait leur part de prison, etc. Il y a aussi une loi de dissolution des assemblées élues. Donc vraiment, je crois qu'on peut regarder du côté de l'Italie la mafia et l'antimafia, éventuellement s'en inspirer si besoin est. Et bien sûr, je reviens sur l'idée que si le premier facteur d'accumulation du capital est la drogue, il faudra bien un jour qu'on sorte d'une manière intelligente et fine du problème de la prohibition de la consommation des drogues. Merci. Merci. Alors, ça pourra faire l'objet de débats ultérieurs une autre année, peut-être, ce problème de la drogue, parce qu'effectivement, le problème
de la dépénalisation, tout ça, ça revient régulièrement sur le tapis, et ce fut le cas juste avant l'élection présidentielle. Merci pour cet exposé. Vous nous avez rappelé les liens qui avaient pu exister avec certains courants politiques et la mafia. On aurait pu remonter un peu plus loin d'ailleurs, et quand les Américains se sont appuyés sur les mafias pour organiser le débarquement en Sicile pendant la Deuxième Guerre mondiale, la fin justifie les moyens. Vous nous avez raconté comment tout cela fonctionnait, et je crois qu'un rappel utile, c'est que le côté chevaleresque, le côté le parrain, tout ça, il faut relativiser. C'est vrai que c'est des criminels épouvantables qui n'hésitent pas à tuer les gens, y compris les femmes et les enfants. Je crois que c'était utile de le rappeler. Vous avez rappelé l'importance économique du phénomène, 140 milliards ou 130 l'année dernière, ce sont des estimations bien sûr. La drogue qui reste au cœur de l'activité mafieuse. Et puis alors cet arsenal dont s'est dotée l'Italie, arsenal judiciaire, policier, pour essayer de lutter contre le phénomène, qui effectivement pourrait peut-être donner quelques idées de ce côté-ci des Alpes. Vous avez évoqué Totorina, et alors il me revient une phrase qu'il avait prononcée, Totorina. Il paraît que sa doctrine, c'était qu'il paye peu, mais qu'il paye tous, ou quelque chose d'approchant. C'est-à-dire, au fond, c'est le principe du fisc. Il faut que l'assiette fiscale soit très large. Et alors, après lui, évidemment, il n'y avait plus de chefs, et les clans ont commencé à s'entretuer, à pressurer un peu trop les commerçants. Le racket qui était raisonnable est devenu déraisonnable, donc ça a suscité des levées de boucliers, parce que quand on pressure trop les gens, ils finissent par se révolter. Et donc, évidemment, Totorina était aussi le garant d'un certain ordre, d'une certaine façon. Merci en tout cas pour cet exposé.